Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au review des finales de conférence ainsi que au choix du comité sur les 12 élus pour participer au College Football Playoff et donc disputer le titre national. Aujourd'hui, je suis avec Maxence. Salut Maxence, comment vas-tu? Salut Baptiste, écoute, ça va bien, ça va bien. On a eu un week-end sympa de finale de conférence. Ouais, Avec on a eu un beau duel qu'on attendait et qui a tenu toutes ses promesses, le fameux Indiana-Ohio State dans lequel on va passer Mm. un large moment dessus, mais c'est plus, enfin, surtout ce qui a fait l'actu, hein, c'est très clairement le classement du comité, Ouais. le fait que Alabama, malgré sa grosse défaite dans la finale de la SEC, on va y revenir dessus, soit qualifié, que Notre-Dame, qui était jusqu'à présent devant Miami, repasse derrière. On va débriefer tout ça. On l'a fait en live et voilà, c'était plutôt à chaud. Maintenant, on va peut-être pouvoir prendre un petit peu plus de hauteur, même si je pense que nos avis vont pas trop changer non plus. Donc voilà, on va discuter de tout ça, mais avant ça, on va parler quand même des finales de conf. Avec une surprise, qui n'en est pas vraiment une, parce que la saison a été pleine de surprises dans cette conférence-là. On va commencer par la défaite ou la victoire qui a foutu le plus de bordel, en fait, on va dire, dans le monde du college football. C'est Duke qui s'est Mm. imposé en finale de l'ACC face à Virginia et qui, par extension, a fait un peu bouger les dominos et qui a presque obligé, j'ai envie de dire, le comité à sélectionner Miami parce que sinon, ça veut dire qu'aucune équipe de l'ACC allait se qualifier. Donc cette victoire de Duke empêche les Cavaliers de participer au College Football Playoff et fait en sorte qu'en fait on a deux équipes du groupe of five. On va parler un petit peu du match, pas forcément très longtemps parce que voilà, c'est deux équipes relativement moyennes qui se sont affrontées. Mais voilà, on s'attendait à ce que l'impensable puisse arriver et c'est arrivé. Duke est vainqueur de l'ACC. Victoire Mm. 27-20 après prolongation. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Est-ce que c'est une victoire méritée de la part des Blue Devils? Oui, c'est une victoire méritée. Ils ont fait Duke a fait un bon match. Duke a provoqué plus de turnover que Virginia et s'est nourri de cette turnover-là, hein, puisque Chandler Morris a lancé 2 interceptions contre seulement une pour Darian Mensah. Chandler Morris, il est border 50% sur ses complétions, là où Mensah était beaucoup plus précis. Et où Duke a eu un jeu à la course un peu plus efficace, et donc c'est ce qui a fait la différence, enfin en tout cas ce qui a laissé Duke dans le match et qui leur a même permis même de prendre une avance de 10 points dans le quatrième quart-temps. Et puis bon, après, Virginia a réussi à comeback sur un field goal puis un touchdown pour emmener les deux équipes en overtime. Et puis ensuite, malheureusement, en overtime, Duke a bien roulé sur son drive pour marquer le touchdown. Et derrière, Chandler Morris, sur le premier play, a lancé l'interception qui a scellé le destin de Notre-Dame, si je puis dire. Donc ouais, victoire de Duke méritée dans un match pas forcément exceptionnel en termes de niveau, mais voilà, il n'y a pas vraiment plus à dire. Virginia avait réussi à comeback, c'est dommage d'avoir un peu tout Ouais, gâché sur ce il y tout a un premier jeu. superbe dernier drive qui mène là, qui 96 yards, ils Ouais, remontent tout le terrain, ils vont marquer à quelques encablures de la fin du match et on se dit, bah voilà, ils ont fait le plus dur quoi, ils ont repris le ouais, momentum ouais, et patatras en fait en prolongation quoi. c'est ça. Exactement, patatras en prolongation. Ouais, tu te dis, Virginia a repris la main sur le match, le fameux momentum, mais malheureusement, déjà sur l'overtime, Duke a eu les couilles de tenter une quatrième et goal, puisqu'ils auraient pu prendre le field goal. Ils étaient sur les 1 yard de Virginia, ils tentent la quatrième et goal, c'est normal, hein, t'es en overtime, c'est sûr qu'un touchdown, c'est toujours mieux. Et je pense qu'ils ont un peu repris le momentum à ce moment-là. Et derrière, Chandler Morris Une passe c'est terminé quoi. a exécuté un mauvais jeu, hein, honnêtement. Ouais, clairement. Ouais. Est-ce qu'il fallait tout de suite est-ce qu'il fallait en plus il y a eu une en plus il recule parce qu'il y a une pénalité sur le touchdown de Duke. Du coup, ils reculent de 10 yards, je crois, ou quasiment. Donc ils doivent tenter une première et assez longue. Ouais, ils sont sur les 40 de Duke, alors que normalement, Ouais, ils sont sur les 40. En fait, c'est pas une première et longue, c'est juste que oui, le mais drive commence au 40 au lieu de point commencer au 25. et Ouais.
Bon, peut-être, je sais pas, le choix de Il tout de il suite. tente un trick play là, il tente Mm. une double passe arrière et machin, et en fait Ouais, ça foire complètement. ouais, ça foire. Est-ce qu'il fallait sortir ce jeu-là maintenant, Je sais alors que pas. tu démarres ton drive? Je pense que ils ont été un peu paniqués peut-être. Mais bon, voilà, Duke qui l'emporte. Duke qui remporte un titre de conférence. C'était pas attendu cette année, Vraiment mais pas, non. vraiment pas. Avec Manny Diaz, donc, Ouais. qui Vainqueur de remporte. l'ACC, mais pas Ouais, avec Miami. pas avec, pas avec Miami, ouais, c'est ça. Et Darian Mensah aussi qui Mm. remporte le titre pour sa première saison du côté des Blue Devils, qui a pas fait un mauvais match, qui a été productif au sol. Mhm. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. Justement, il n'a pas été si productif au sol, Non, mais pour une par fois, il contre, n'a pas été il a productif. été, il a fait son match dans les airs. Mm. Et puis voilà, Virginia était out. Il y avait une petite question qui flottait dans les airs. Est-ce que Duke prendrait la qualification automatique en tant que champion de conférence? Bon, fin de saison aussi pour eux, ils iront en bowl, mais ils remportent la conférence. Je pense que même eux, au fond d'eux, ils savent que Ils pouvaient ne pas. méritaient pas, ils sont contents Ouais, déjà d'avoir remporté les Sissi avec un bilan quand même de 8-5 quand ouais, même. 8-5, ouais. Ouais, mais 8-5, Ah, mais ils ont que 2 défaites en ouais, ACC, c'est je sûr. crois. Ils ont effectivement 2 défaites en C'est ACC. contre Virginia On et rappelle, Georgia Tech. ils étaient 5, hein. Ils étaient 5 Mm, qualifiés. Enfin, ils étaient 5 avec un bilan de 6-2 en conférence. Donc voilà, ils ont profité des règles de tiebreaker, mais bon, on va pas y revenir 15 fois. Quand ta conférence, elle fait 8000 équipes et que t'as que 7 matchs, enfin, t'as c'est 8 ça. matchs de conférence, forcément, ça crée des situations comme ça. Donc voilà, les CC, c'est créé le problème qui toute seule comme une grande. Mais heureusement, le comité, ils a décidé de ne pas laisser dans la panade parce que je pense que Mm, une ACC sans qualifier, je ne sais pas trop ce que ça donne dans un futur proche, parce que ça veut dire très clairement que la conférence plus la merde, hein, concrètement, si mm. on n'acte pas ça. Donc voilà. Alors Notre-Dame on pourrait dire que Notre-Dame fait quasiment partie de l'ACC. Ouais, le mot technique, c'est quasiment, hein. Effectivement, il y a un contrat avec 5 matchs par saison, mais officiellement, ce n'est pas une équipe de l'ACC. Donc voilà, c'était le match. Alors c'était un des derniers matchs Ouais, il de était la en même journée, temps hein, puisque ça que le jouait en Big même temps Game, que la hein, finale il Big était Ten. Ouais. 2 heures. Mais c'est le match qui finalement a eu le plus de répercussions parce que voilà, Mm. on va en parler après, mais il y a 2 équipes du groupe of 5 au College Football Playoff et donc ça c'était quand même très très cool. Mais on y reviendra bien évidemment après. De quel autre des 3 autres matchs du Power 4 as-tu envie de parler, mon petit Maxence? On peut passer peut-être à la Big 12 avec Allez, on Texas passe à Tech la Big 12. face à BYU. BYU qui était dans l'obligation de gagner ce match pour Ouais. accéder aux playoffs. Et bon, il n'y a pas eu de suspense, hein, honnêtement. BYU avait pas trop mal commencé puisque c'est Ouais. BYU qui ouvre le score sur un drive, un très bon drive de 90 yards, 14 plays pour ouvrir le score sur une course de LG Martin, qui est leur running back numéro Qui 1, n'avait pas joué lors du premier match, ouais, hein. Qui qui n'avait n'avait pas pas joué. joué, qui est leur arme offensive numéro 1 cette année. Donc on se disait, ah ok, BYU qui démarre bien. Mais après, derrière, Texas Tech a pris l'ascendant et repassé devant dans le deuxième quart-temps et n'a plus jamais lâché son avance, a provoqué plusieurs turnovers en plus, notamment en deuxième mi-temps. Et au final, on termine avec 4 turnovers à 0 en faveur de Texas Tech, qui a déroulé comme d'habitude, j'ai envie de dire, cette saison, avec une très grosse défense Ouais, et non, une attaque qui fait le taf, tout simplement, qui récompense le bon travail de la défense à chaque fois. Hmm. Et honnêtement, cette équipe de Texas Tech, Elle fait peur, hein. ouais, elle fait peur parce que défensivement, ils ont un très gros groupe, notamment contre le sol. Ils ont une très très grosse défense contre le sol qui force souvent les équipes adverses à lancer et c'est justement ce qu'ils veulent puisque après ils arrivent à provoquer des interceptions. Et puis derrière, leur attaque est suffisamment bonne en fait pour produire des points suite au turnover et c'est comme ça qu'ils font l'écart derrière et puis derrière ça force encore plus l'attaque adverse à lancer, à lancer, à lancer sous une pression qui est toujours la même et donc du coup c'est toujours un piège qui se referme sur les équipes qui affrontent Texas Tech cette année
que seul Arizona State a réussi à déjouer. Et BYU a montré encore une fois ses limites quand leur run game n'arrive pas à se développer. C'est une équipe qui est tout de suite moins dangereuse avec un Backmeyer quarterback. Ouais. a montré ses limites hein, quand même sur Ouais, ces deux et matchs il les a contre. montrées cette année, hein, ses limites à la Ouais, c'est passe. clair. C'est un QB freshman qui n'était pas prévu pour être titulaire. Hein. Il faut quand même remettre ça dans le contexte. Il fait quand même une très bonne saison. Mais on a vu, voilà, quand le plan de jeu qui est passé par le sol avec lui et LJ Martin ne fonctionne pas, c'est compliqué de s'appuyer sur son jeu de passe à lui. Ce qui termine avec 115 Ouais. yards, 2 interceptions. Ouais, ça a Et été, ça a un été, peu ça a été plus. compliqué, et puis Ouais. des interceptions hyper coûteuses, parce qu'en fait, Mm. quand on regarde la longueur des drives de Texas Tech sur Mm. la deuxième mi-temps où ils marquent, c'est 11 yards, moins 2 yards, 37 yards et 28 yards. Donc en fait, voilà, c'est très clairement la défense de Texas Tech Ça. qui a mis l'attaque en bonne position, parce que je vais être un petit peu critique sur cette attaque de Texas Tech. Je trouve que Beren Morton a un peu plus de mal quand même qu'en début d'année. Alors, on se Il y souvient, a il a eu la été blessé. blessure. Ouais, il y a eu la Ouais. blessure. Notamment, et je trouve qu'il a beaucoup forcé en début de match, il passe pas loin d'interception, enfin voilà. Et c'est là où c'est, moi, pour moi, mon principal, on va dire, ma principale limite de cette équipe par rapport à d'autres équipes qui veulent jouer le titre. Je pense que quand on fait la comparaison, par exemple, avec Mm. Georgia, avec Indiana, Ohio State ou Oregon, c'est que je pense qu'en termes de QB play, ils sont un niveau en dessous. Voilà. Ouais. Je pense que Beren Morton est un bon quarterback, mais il m'a pas encore montré qu'il est capable de vraiment de faire la différence. Et si un jour ta défense est pas au même niveau que celle qu'elle a été tout le long de l'année, eh ben, tu peux te poser la question sur est-ce que cette attaque sera capable d'amener Texas Tech au bout, parce que je pense que Mm. l'objectif, qu'on soit très clair, l'objectif très clair, clairement de Texas Tech, c'est le titre national. Hein. Je veux dire, ils ont gagné, je crois ils ont un écart sur leur victoire en Big Ouais, 12, ouais. l'écart moyen, C'est. c'est de 23 points. C'est complètement. Alors, on met de Ils côté, ont. bien sûr, les défauts contre Arizona State, mais ils ont Ouais. roulé sur la Big 12. Défaite contre Arizona Euh, State d'ailleurs, qui était sans Beren ouais, Morton, ouais. puisqu'il était blessé sur ce match-là. Mais ouais, ouais, effectivement, là, ils mettent 20 points ou plus à toutes les équipes qu'ils ont affrontées. Il y a même 2 matchs où ils ont encaissé 0 points. Mm. Euh, ouais, non, c'est clair qu'ils dépassent très souvent les 40 points. C'est vraiment une équipe qui a roulé sur la Big 12. Et maintenant, on va Et voir puis, face à. ils sont remplis de playmakers. Alors, c'est vrai qu'on on parle beaucoup de Jacob Rodriguez, le linebacker, qui est un peu un couteau suisse capable de, Hmm. voilà, d'être aussi bon sur. Ouais, Voilà, qui a c'est une gagné espèce de. le Narguski d'ailleurs, à l'heure où on Mm. parle, qui est donc Il y a le bien évidemment meilleur David défenseur de Bailey. la. Enfin, ouais. Donc c'est vraiment une équipe qui est remplie de playmakers, notamment défensivement, et on sait que c'est des joueurs qui peuvent faire gagner des matchs quand c'est serré. Mais voilà, moi j'attends de voir un petit peu plus dans de cette attaque-là. Toujours est-il qu'ils Bah sont ouais, face à une défense face à une attaque qui Mm, craquera moins. mm. Et Et c'est ouais. pour ça que moi pour moi le match le plus intéressant des potentiels quarts de finale, ça serait un Oregon Texas Tech, parce que pour moi c'est deux équipes qui ont le potentiel pour être champion national, Mm. très clairement, mais qui vont rencontrer une équipe qui est vraiment d'un calibre à peu près équivalent. Et je pense que ça va être vraiment un match qui va être excitant. Alors, bien évidemment, Oregon doit d'abord se défaire de James Madison, on y reviendra. Mais voilà, c'est un match-up où je suis vraiment très, très excité. Les Red Raiders, vraiment, en fait, là aussi, où je trouve que c'est une équipe qui a progressé par rapport au. Alors, effectivement, en termes d'effectifs, ils sont quand même un niveau au-dessus qu'est-ce qu'ils ont été, mais ils étaient attendus au tournant quand même. Je veux dire, tout le monde l'attendait, les Texas Tech cette année, notamment en Big 12, et ils ont répondu présent. Là, pareil, tu as déjà battu BYU il y a 3 semaines, 4 semaines, je sais plus. Donc tu te dis, bah, Ouais, c'était il y a un mois à peu près. il y a un mois à peu près, tout le monde dit allez go, et il faut refaire ça. Et puis on sait que les rematchs, en général, c'est quand même pas toujours. Enfin, t'es jamais trop content de rencontrer une équipe que t'as déjà battue. Bah, regardez Virginia, Ouais. ils ont battu Duke il y a 3 semaines, ils perdent cette fois-ci. Et là, Voilà, bam, voilà. ça a souffert d'aucune contestation. Alors effectivement, le début du match était un petit peu compliqué, mais bon, la différence de talent, je pense, a fait quand même la différence à la fin du match, quoi. Ouais, carrément, carrément. Et puis voilà, comme tu dis, hâte de voir Texas Tech face à une attaque comme celle d'Oregon, ça sera intéressant parce que je pense que Dante Moore Ouais. euh, qui a les armes. Faudra voir aussi au niveau du groupe de receveurs, parce que je crois que les Ducks ont été un peu en délicatesse Oui, avec la santé de leurs receveurs cette année, c'est mais vrai bon, il y a aussi. un petit peu de temps maintenant avant le prochain match qui est dans 2 semaines, donc peut-être qu'ils auront la majorité de leur escouade qui sera de retour.
En tout cas, ouais, cette équipe de Texas Tech, déjà en playoff, alors que tout le monde disait que ça allait être une équipe monstrueuse en 2026, bah, ils le sont déjà en 2025. Ils le sont déjà en 2025 et ils font très clairement partie voilà, des favoris, hein, qu'on soit très clair. Ils sont classés quatrième du pays. À part Indiana, on va dire que les autres équipes, elles ont toutes perdu, c'est-à-dire qu'elles ont toutes leurs faiblesses aussi, en tout cas qu'on a pu voir. Texas Tech est pas moins forte qu'une autre équipe, mais voilà. Mais ils arrivent un peu c'est un peu rendez-vous en terrain inconnu aussi, c'est-à-dire qu'ils vont arriver en playoff euh, et il manquera de l'expérience à ce niveau-là, c'est-à-dire que Georgia, Ohio State et Oregon, par exemple, sont rompus à cet exercice-là. Donc voilà, on va voir comment ils sont capables de digérer ça aussi. Mais voilà, cette équipe, m'envoie quand même des bonnes vibes, on va dire ça comme ça. C'est clair. Euh, on passe au final de la SEC. Bon, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, j'ai envie d'une certaine façon. C'est-à-dire que Non, il y a pas Georgia, grand-chose. qui Tu était. parlais de rematch. On Ah avait oui, un c'est rematch vrai que là c'est aussi. tout à Alabama fait. avait battu Georgia pendant la saison régulière. Le match était du côté de Tuscaloosa, si je dis pas de bêtises. Non, non, le match était du côté d'Hastings. Et Alabama avait gagné grâce à une très grosse performance défensive, notamment en deuxième mi-temps, où ils avaient maintenu Georgia et ils avaient tenu le score, leur avance de 3 points. Bon, là, sur ce match-là, clairement, il n'y a pas eu match. Il n'y a pas eu match du tout entre les deux équipes. La défense de Georgia a vraiment pris le contrôle du match. Et, euh, et honnêtement, il y a vraiment pas eu photo. Même les équipes spéciales de Georgia ont fait le travail avec le contre sur un punt qui a vraiment lancé Georgia en début de match. Et puis, en fait, ça, l'enchaînement, punt bloqué, touchdown de Georgia, interception de Ty Simpson, puis de nouveau puis de nouveau TD de Georgia, 14-0. Et à partir de là, on a vu que l'attaque d'Alabama n'arrivait pas à se sortir des three and out. J'ai l'impression qu'ils ont fait des three and out tout le match quasiment, à part sur le drive où ils vont en touchdown et puis en fin de match. Sinon, ouais, c'est ça, c'est du three and out constant, 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 constant. Et là où Georgia, grâce déjà à son équipe spéciale et à sa défense, a eu des meilleures positions pour démarrer ses drives. Et parce qu'ils n'ont pas non plus fait que des drives incroyables, hein, ils ont aussi pas mal de three and out de leur côté. Mais en tout cas, ils ont fait la différence là-dessus. Et surtout, un jeu à la course d'Alabama qui a été complètement étouffé. Et ça a été, je pense, le plus gros problème du Crimson Tide sur ce match-là. Moins 3 yards sur ce match. Alors bien sûr, il y a les sacs que le QB subit qui Bien comptent sûr dans que c'est. le run game, mais si tu regardes leur running back, Daniel Hill, 4 portées, 11 yards, et Kidir, 3 portées, 10 yards. Bon. Alors oui, il n'y a pas John Miller, mais même avec John Miller, c'est pas une Pas équipe. sûr que ça aurait changé grand-chose, hein. Ouais, ils auraient fini à quoi? 30 yards, peut-être, en positif, peut-être. Mais non, c'est clair que Georgia est dans la mouvance qu'il montre depuis quelques temps maintenant, d'une défense impitoyable et d'une attaque qui fait le travail avec un Gunnar Stockton Hmm. qui, honnêtement, ne fait pas d'erreur. Ne fait pas d'erreur et Non. c'est tout ce que Georgia demande à son quarterback. Ah non, parce ils ont, comme tu dis, ils ont profité des turnovers provoqués par la défense et des bonnes équipes spéciales. C'est-à-dire que c'est un peu comme Texas Tech, hein, finalement. Ils marquent sur le drive avec le punt bloqué, il y avait seulement 21 yards pour marquer. L'interception, il y avait seulement on va dire, une moitié de terrain à marquer. Et pareil, le troisième TD, sur le punt d'Alabama, il y a un return de quasiment 30 yards, en fait. Donc, Mm. vous voyez qu'avec ces équipes spéciales-là et cette défense-là, ça te met en bonne position, même si ton attaque et pas forcément la meilleure du pays, et je pense qu'elle ne Ouais, l'est pas. mais non, Et elle l'est pas, ça mais suffit, quoi. ça suffit parce que tu as un run game, tu as plusieurs mecs qui peuvent porter le ballon. Tu as un Zachariah Branch qui a une capacité à être clutch sur un ou deux plays, à être vraiment électrique. Tu vois, le touchdown qui clôt le match, c'est ça, hein, c'est une screen qui transforme en un touchdown en évitant plusieurs plaquages. Donc, ils ont les joueurs autour de Gunnar Stockton pour à un moment donné un petit peu électriser tout ça. Et Stockton, c'est un joueur, il n'a pas fait de fumble, il a que 5 interceptions cette saison, donc ça change vachement de Carson Beck l'année dernière. Euh,
Donc ouais, franchement, même s'il a lancé que 156 yards, tu vois, il est à 20 sur 26. Tu vois que le Georgia s'applique à jouer court, mais sur ses forces. Et en profitant aussi des positions que la défense laisse aussi, parce que forcément, quand tu démarres un drive sur les 40 d'Alabama, tu n'as que 40 tirs d'affaire. Mais ouais, cette équipe de Georgia, elle est méticuleuse, tu vois, dans son attaque, je trouve, et elle fait les choses bien. Ouais, c'est une équipe que je trouve, que je dirais pragmatique en fait, finalement. Elle fait les choses. Et je pense que c'est pour ça que Kirby Smart, c'est quand même un grand coach, c'est qu'il est capable, vraiment avec les forces de son équipe. Alors, bon, déjà, c'est un bon recruteur, bien évidemment, mais avec les forces de son équipe, de vraiment faire quelque chose de cohérent. Et puis moi, elle me donne quand même, elle me donne une bonne impression. Ils arrivent à se sortir des pièges. Alors, effectivement, contre Alabama, mais ça commence à remonter. On se souvient ce match contre le Miss, quand même bien maîtrisé. Le match contre Texas, bien maîtrisé également. Georgia Tech, un match un peu bourbier, mais ils s'en sortent. Là, ce match contre Alabama, finalement, ils ont quand même vraiment fait le taf. Et si on enlève, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils prennent le TD sur le drive le plus long d'Alabama, qui est, je crois, quasiment de l'intégralité du terrain. Si on enlève ce drive-là, en fait, ils ont encaissé autant de yards sur ce drive-là Ouais, que mais sur tout le reste c'est du un match. touchdown qu'ils encaissent après que leur défense ait vraiment enchaîné les three and out. Et Alabama, il y a plusieurs fois où ils arrivent à compléter des troisièmes, tu vois. Donc ils les ont quand même pas laissé le drive facile. Et, Et puis ouais, non, moi, j'aime. Vas-y, pardon. non, je dis cette équipe de Georgia, c'est clairement un des favoris pour la finale nationale. Je pense que parce que Texas Tech, on a encore quelques interrogations, mais Georgia peut discuter avec Indiana et Ohio State sur cette fin de saison. Ouais, je suis d'accord. Et la perspective d'avoir un Ohio Ouais, State, pardon, Georgia en demi-finale est très alléchante. assez alléchant, c'est vrai. C'est une affiche qu'on a l'habitude de voir maintenant, hein, c'est clair. Mmh. Mais ces deux équipes, vraiment, où j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Alors, effectivement, il reste quand même, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, il reste Il des reste les matchs à jouer il d'ici reste des là, matchs à jouer, bien sûr. bien, bien évidemment. Mais voilà, il y a- pareil, ils ont cette capacité. Je veux dire, Ty Simpson, qu'il y a quelques semaines, on faisait passer, nous les premiers, hein, pour un candidat au Heisman. Ben, il n'a pas Mmh. existé sur ce match-là, moins de 50% de passes Il complétées. a perdu de la précision, hein, au fur et à mesure de Ouais. la saison. C'était plus le Ty Simpson très précis qu'on avait l'habitude de connaître. Et j'ai l'impression que le supporting cast autour de lui régresse un peu. Enfin, forcément, je mets la lumière sur Ryan Williams, mais il était tellement attendu cette saison après sa saison Ah ouais. freshman, et lui n'est pas du tout au rendez-vous, Ryan Williams. Bah, il y a Euh, quelques flashs par-ci par-là. Là, il a fait ouais. une jolie réception là cette fois-ci, mais c'est vrai que tu dis où est ce joueur qui avait marché, éclaboussé le college football de son talent en tant que true freshman. Et Où c'est quoi? mais de manière générale, la plupart des receveurs sont plutôt irréguliers. C'est-à-dire que le match d'avant contre Auburn, c'est Horton qui a beaucoup Hmm. brillé. Là, on l'a quasiment pas vu. Là, c'était Jeremy Bernard. Un coup c'est Bernard, un coup c'est Williams, un coup c'est Horton. Il n'y a pas vraiment de régularité chez les receveurs Hmm. d'Alabama. J'ai l'impression qu'il y en a un qui brille, les autres sont éclipsés. Et donc, c'est une équipe qui, je dirais pas qu'il se prête pas assez la balle, mais du coup, va finir avec un Ty Simpson qui va lancer qu'à aux deux mêmes types tous les matchs. Mais les deux mêmes types changent à chaque fois. Donc, Hmm. En fait, moi, ça me donne l'impression d'être une équipe qui est à bout de souffle, ouais, ouais. qui en peut plus en fait. Ils ont eu un stretch très compliqué avec Georgia, Vanderbilt, Missouri, Tennessee, là, 4 matchs de suite Un déplacement à contre des South équipes classées Carolina, à l'époque. un Et je déplacement pense à qu'ils South- ont. et puis il y a eu un Ouais, déplacement à South Carolina qui n'a pas été facile non plus. Enfin, ouais, bah, non. en fait, je pense que les 4 matchs, tu vois, contre les équipes classées de suite, ils ont laissé beaucoup d'influx dans ces matchs-là. Et derrière, contre South Carolina, c'était compliqué. Contre LSU, ça a été très compliqué. Contre Oklahoma, ils perdent. Alors, effectivement, il y a les 3 turnovers, on s'en souvient, qui permettent Ouais, à et c'est OU de là que leur attaque a l'emporter. commencé à dérailler, tu vois. Et tout à fait. Bah, même, tu peux remonter à LSU, ils mettent que 20 points à LSU, enfin, tu vois, alors, je sais que c'est une grosse défense, LSU, mais quand même. Et puis, enfin, et le match de la semaine dernière de l'Iron Bowl contre Auburn, il était pas beau du tout, vraiment pas beau du tout. Donc, vous voyez quand même les signes qui arrivaient avec une attaque vraiment à bout de souffle. Ton meilleur running back est pas là, c'est-à-dire que tu peux compter que sur la passe. Et Ty Simpson, il peut pas faire des miracles non plus, surtout contre des grosses défenses. Donc voilà. Donc après, et quand j'ai vu l'ampleur de Quand la t'as pas de défaite, run game, quand t'as pas de run ah oui, c'est game et que ça. tu dois tout reposer sur le jeu à la passe, bah t'as une défense, t'as une attaque beaucoup plus lisible. Et je sais pas toi, mais quand j'ai vu ce match-là, Maxence, je me suis dit, mais le comité, il va être obligé de les virer.
Avec ce qu'ils ont montré, parce qu'on en avait discuté, on disait ouais, mais en quel blowout, etc. Mais là, c'était exactement ça. Il y avait Mm, mm. deux niveaux d'écart, deux divisions d'écart entre ces deux Ouais, équipes. on Et je me s'est suis dit, ouais, ils ouais, peuvent pas moi les je me garder, c'est pas disais: possible, «Ah quoi. ouais», je me disais: «Ah Alabama, ils vont peut-être sauter et tout», en tout cas, il y aura peut-être une discussion. En tout cas, ils vont peut-être au moins descendre et bah non. Enfin, on en reparlera après à la fin de On en l'émission, mais parlera du après, mais coup, c'est vrai que, mmh, alors peut-être que c'est Georgia qui est très très fort, c'est possible aussi, possible aussi. Mais disons que euh, c- les dernières semaines, avec les éléments qu'on a, me laissent pas à penser que Georgia il soit du niveau de 2020 ou 2021. Mais par contre, les éléments me laissent à penser que Alabama est quand même, c'est compliqué sur cette deuxième partie de saison. Et voilà, donc bon, on verra hein, contre OU au premier tour des playoffs, on va en mmh, discuter. Mais voilà, ça me laisse à penser quand même que cette équipe, elle a fait ce qu'elle a, enfin, elle a fait ce qu'elle a pu avec ses armes, mais qu'il n'y a pas assez de profondeur d'effectifs, notamment offensivement. Parce que défensivement, je pense que c'est quand même une équipe tout à fait correcte, hein, qu'on soit très clair. Mais mmh. offensivement, Tyson ne peut pas tout faire tout seul. Et quand il rencontre des équipes qui sont vraiment performantes, bah, en fait, bah, il tombe, quoi. Donc voilà. J'ai pas beaucoup d'espoir dans cette équipe à Alabama d'aller loin. Ils peuvent taper OU, je pense, parce qu'OU ressemble un peu à cette équipe-là aussi, quand même. Euh, mais je pense quand même que c'est une équipe qui est quand même un degré en dessous des favorites et que bah, ce match-là l'a prouvé, quoi. Mmh. Ok, et ben, je pense qu'on a fait un bon tour sur la SEC. De toute façon, on aura le temps de rediscuter, bien évidemment. On va On juste passe au faire un final de la. rapide Vas-y, passage vas-y. sur les finales du groupe of five Allez, on parce va que passer en group of five. Allez, c'est comme je parti. fais pas l'épisode récap du groupe of five, mais juste rapidement aussi parce qu'il y avait des places en playoff qui se disputaient aujourd'hui, enfin ce week-end. On en parlera à la fin de ce petit stretch sur le groupe of five. D'abord, la finale de conférence USA avec Kansas State, quand même, le petit nouveau, c'est leur deuxième saison et qui remporte leur premier titre de conférence en FBS dans un match très serré avec Jacksonville State. Ils ont mené dans le match, puis ont vu cette équipe ils menaient 10-0 jusqu'à même 12-0 dans le match avec un safety. Jacksonville State est revenu, il est repassé devant et Kansas State a fait un superbe drive avec vraiment une 4e et 14 d'Amari Odom qui a été réussi à la course. Et puis derrière, le touchdown pour finaliser ça. Kansas State, victoire 19-15 face à Jacksonville State et qui atteint le plateau des 10 victoires. À noter quand même, hein, cette équipe de Kansas State qui aura perdu cette saison contre Wake Forest, Indiana et Jacksonville State. Donc franchement, pas une saison. Et Une belle saison. c'était pas la semaine pour faire des rematchs, hein, quand même. Ouais, c'est pas la semaine pour faire des rematchs, exactement. Ils ont bien contenu le jeu au sol de Jacksonville State, notamment en contenant Cam Cook en dessous des 100 yards. Caden Creel, le quarterback de Jacksonville State, a été très limité, notamment à la passe et un petit peu à la course aussi. Et donc, ça a permis aux Hawks de remporter leur premier titre. Après la saison dernière, très compliquée. Mm, Ils avaient viré leur coach en cours de saison, qui était le coach qui avait fait 10 ans avec eux, qui les avait emmenés en FBS. Bon, bah, finalement, ils ont Et il faut se rendre compte d'un direct. truc, Maxence, c'est que cette équipe des Halls, elle n'existe que depuis 2015. C'est quand même un truc de Ouais, bah, malade aussi, hein. c'était le coach qui avait, en fait, ça, c'était le coach qui avait construit le programme, littéralement. Il l'avait viré en cours de saison dernière parce que ça marchait pas du tout et je pense qu'il se rendait bien compte lui n'arriverait peut-être pas à passer le cap du FBS. Bon, bah, force est de constater qu'ils ont eu raison. Et Kansas State remporte déjà son premier titre. Il y avait un autre match aussi le vendredi soir, c'est entre Boise State et UNLV. Un autre rematch. Mais par contre, UNLV n'y arrive toujours pas face à Boise State. Je crois que c'est la 5e défaite de suite contre les Broncos pour les Rebels. Et le problème, c'est que c'est là aussi la 3e de suite en finale de conférence. Il y a des gars qui ont passé leur carrière à perdre contre Boise State en finale de conférence. C'est assez triste. Et honnêtement, sur ce match-là, il n'y a pas eu photo. Boise State a rapidement mené au score 21-0. UNLV, en fait, n'a jamais réussi à ramener le score à moins d'une possession d'écart. Le retour de Marius Madsen a fait beaucoup de bien aussi à Boise State qui a récupéré un bon jeu de passe, même si ça reste Marius Madsen et que c'est pas non plus, mais il est toujours meilleur que le backup qu'ils avaient auparavant. Et donc Boise State dans une saison, ils ont rapidement été écartés des playoffs. Bah, ça reste un gros programme
de Group of Five, le genre de programme qui va quand même toujours au bout dans sa conférence et qui remporte donc un 3e titre de Mountain West de suite, ce qui sera le dernier de leur histoire, puisqu'ils Tout à fait. partiront en Pac-12 Enfin, l'année de leur prochaine. histoire, on n'en sait rien, mais en tout cas, Ah, mais le un dernier de truc. Mountain West, ce sera en tout cas normalement le dernier de Mountain West de leur histoire, puisqu'ils partiront en Pac-12 l'année prochaine. Peut-être une bonne nouvelle pour UNLV qui, eux, resteront en Mountain West. Peut-être que UNLV arrivera enfin à remporter ce fameux Ils titre. doivent en avoir marre de les rencontrer finale de Ah, conf. je te jure, mais il y avait des images de joueurs de UNLV qui pleuraient sur le banc et tout, et t'avais des mecs, ça faisait 4 ans qu'ils étaient là, back to back to back défaites contre la même équipe à chaque fois, et puis en plus les mêmes scénarios à chaque fois, c'est-à-dire que très rapidement Boise State prend l'avantage. En plus le match c'est toujours joué à Boise State, sauf le tout premier qui s'était joué à UNLV, je crois. Mais à chaque fois, il n'y avait pas eu photo entre les deux équipes, quoi. Donc voilà, Boise State dans Le une plafond de saison. verre Boise State est compliqué à casser pour UNLV. Ouais. Mais voilà, Boise State, dans une saison où ils n'ont pas pu jouer les playoffs, vont quand même aller chercher le titre de conférence. Le dernier match qui n'avait pas d'implication pour les playoffs, c'était Western Michigan face à Miami Ohio. Je crois que tu l'as regardé un petit peu ce match-là. Ouais, j'ai regardé un petit peu. Enfin, il n'y a pas eu Visuel. photo non plus. Hein. J'ai trouvé que Non, les non, Broncos Western étaient quand Michigan même. a vraiment contrôlé le match. Ouais, il Miami n'y a a pas eu eu des photo. grosses difficultés en termes de QB. Je crois qu'ils ont dû changer de QB en cours de match. Gotskowski s'est blessé et Henry Hassan est rentré, mais ça n'a C'est pas ça. forcément changé grand-chose. Et Western Michigan, le jeu de course avec Jen Buckley, 193 yards de TD, Brock Lowry, qui a un physique à Josh Allen, un peu ce QB là, très grand, très, très massif. Qui, bon, par contre, c'est pas le Ah, même c'est talent. les couleurs aussi qui Ouais, rappellent, qui rappellent ouais, mais tu sais, mais Wyoming, en ça plus, fait penser. c'est le QB qui va pas beaucoup lancer dans le match, mais qui va souvent Ouais. courir. Et cette équipe de Western Michigan, toute la saison, a été excellente sur cet exercice de contrôler la cloque, courir. Ça a encore été le cas sur ce match. Ils ont vraiment contrôlé le match et ils remportent leur premier titre depuis 2016. Et ils peuvent viser une deuxième saison à 10 victoires dans leur histoire après cette fameuse saison 2016 qui était la saison avec PJ Fleck. Qui avait atteint le Cotton Bowl à l'époque où Ils tu avaient perdu pouvais. contre Wisconsin, non? Ouais, C'est ça dans les souvenirs? Ouais. c'est ça, ouais. Tu pouvais atteindre un bowl de Nouvel An sans avoir à passer par les playoffs. Bon, malheureusement, c'est plus possible Ouais, c'était maintenant. le contrat, hein, le meilleur champion du groupe of Five, la meilleure équipe, c'était pas le champion, c'était la meilleure équipe du groupe of Five qui allait jouer. Des fois, t'en avais deux qui arrivaient à se glisser quand vraiment t'avais deux excellentes équipes. Mais bon, c'était plus souvent Ouais, est-ce contre que des. tu avais du at-large aussi en fonction des bowls et des contrats? C'était souvent le Cotton, parce Mais que le Cotton n'a pas de contrat. t'avais le pitch aussi, de temps en temps. Ouais, ouais. Je Bah, me tu pouvais souviens pas jouer au que Rose, tu pouvais pas jouer au Sugar, tu pouvais pas jouer au Orange, tu pouvais pas jouer ouais, au celui avec UCF remporte le pitch bowl contre Auburn en ouais. 2017. Et voilà, Western Michigan, qui avait fait une belle saison déjà l'année dernière, mais qui avait craqué dans le sprint final pour aller en finale de conférence. Bah là, il n'y a pas eu photo. Ils ont remporté la MAC. Et franchement, c'est mérité. Ça a été la meilleure équipe cette année en MAC. Les deux derniers matchs, là, par contre, qui avaient une vraie implication pour les playoffs, on avait James Madison face à Troy. James Madison qui devait gagner, c'était impératif. Et espérer que le comité les sélectionne. En gros, il fallait que Duke gagne. Et tout s'est bien passé pour les Dukes, à ne pas confondre du coup avec les Blue Devils, les Dukes de James Madison. Ça a été dur. Ça a été dur honnêtement contre Troy. Ça n'a pas été la démonstration attendue. Ils se sont décrochés en fin de match. Mais ça a été compliqué. Cette équipe de James Madison qui se nourrit vachement des big plays. Là, c'en est vraiment remis à Wayne Knight, le quarterback, le running back, pardon, qui fait 212 yards à la course en 21 portées, donc 10 yards par portée et un touchdown, dont un de 73 yards. Alonzo Barnett a été vachement limité sur ce match, je trouve, à la passe. Il a eu du mal à trouver ses receveurs. Et Troy, franchement, était pas loin de faire le match parfait, mais il leur a manqué un carton. Il leur a clairement manqué un carton. Ils ont manqué d'énergie en fin de match. Et c'est la 6e fois de la saison que Jess Madison n'encaisse aucun point en deuxième mi-temps. Voilà la petite stat qui montre aussi que Jess Madison n'est pas qu'une équipe avec des gros flashs offensifs très, très électriques. C'est aussi une très bonne défense. Et ils remportent leur deuxième titre, je crois, de Sun Belt.
Je crois que déjà avec Je vérifie en crois que même déjà temps. sous Kurt Non, Signetti, non, il c'est le avait premier titre. C'est le premier titre Ouais, en 2025, effectivement. tout Je me premier. demande s'il n'y a pas une année où ils n'ont pas pu jouer la finale de conf, tu vois. Il n'y a pas un truc comme ça? C'était pas là. Je vais te dire C'est pas ça. en 2000 c'est pas en 2023 là où Mais là. 2023 et 2022, ils peuvent pas faire la finale de conf parce que c'est Ouais, les c'est années pour de ça. transition. Ouais, et en 2023, ils font 11-2, 7-1, mais ils vont pas en finale de conf. Hmm. Terrible. Non, Mais c'est bon, ça. mais voilà, James Madison qui a fait le boulot et qui a été très content de voir Duke gagner le lendemain. Bob Chesney, le coach de James Madison, qui est en partance pour UCLA, avait annoncé après la conférence que pour lui, ils étaient la meilleure équipe du Group of Five et que c'était même pas serré. Et donc pour lui, c'était normal que James Madison aille en playoff. En tout cas, Maintenant, tes je vœux sont pense, exaucés. voilà, maintenant je pense que dans la discussion de meilleure équipe du Group of Five, il y avait deux équipes Allez. qui voulaient participer à la discussion. C'était Tulane face à North Texas pour l'américaine. Malheureusement, North Texas n'a pas été sous son meilleur jour. C'est un peu le même match que face à South Florida, c'est-à-dire que leur attaque se grippe. Il y a des faits de jeu qui vont pas dans leur sens et derrière c'est compliqué. C'est compliqué et la pluie a pas aidé aussi parce qu'ils ont un jeu qui est aussi beaucoup basé sur la passe, même s'ils ont un Caleb Hawkins qui est monstrueux à la course aussi. Il y a eu pas mal de faits de jeu. Il y a eu 2 faits de jeu notamment, on va y revenir, avec un punt touché par un joueur de North Texas et donc récupéré par Tulane. Sauf que quand on voit le replay, on voit que le kick returner de North Texas se fait allumer par un gars de Tulane. Donc il peut pas aller récupérer le ballon et du coup c'est un des gars qui était prévu pour aller bloquer la balle qui touche la balle sans faire exprès. Mais normalement, ça aurait été le returner qui aurait été dans la zone et il l'aurait récupéré. Du coup, Tulane récupère la balle alors qu'il aurait largement pu avoir une interférence sur le returner. C'est clair, ouais. Et il y a eu aussi le fumble retourné en touchdown avec une suspicion de touchback, mais c'est pas assez évident. C'est en fait Drew Mestemaker, donc qui est un ancien safety, qui a joué safety au lycée. Ça se voit sur le plaquage, qui fait un très beau plaquage sur le ballon pour faire tomber la balle des mains du linebacker, mais c'est juste avant la ligne et les arbitres n'ont pas réussi à définir si le linebacker lâche avant ou après avoir traversé la ligne. Et mine de rien, c'est 14 points qui font l'écart. Après, honnêtement, North Texas a jamais vraiment été en position de gagner ce match. Ils ont rapidement été largués, et même en deuxième mi-temps, 3 interceptions lancées par Mestemaker. Pas son meilleur match, c'est clair. Ouais, pas son meilleur match. Ils ont vraiment été limités au niveau du jeu de course. Alors ils finissent avec 121 yards, mais en fait leur meilleure arme, Caleb Hawkins, finit à seulement 20 yards. Mais il s'est blessé, hein. Il s'est blessé en plus dans le match. Plutôt compliqué pour North Texas. Fin de saison difficile pour eux. C'est dommage d'être tombé comme ça, mais Tulane a montré qu'ils étaient une équipe plus solide. C'est sûr que tu as les deux décisions arbitrales qui pèsent, mais honnêtement, même sans ces décisions-là, je pense que Tulane aurait quand même gagné le match. Il me semblait plus solide, plus complet. Et avec une bien meilleure défense qui a vraiment dompté North Texas. Et c'est dommage pour le Mean Green qui a été l'équipe la plus kiffante cette année en américaine, qui a été une des belles histoires du Group of Five. Mais Tulane a plus l'expérience de ce genre de match. C'était je pense que ça a joué là, très clairement. C'était leur 4e finale de conférence de suite. Alors ils avaient perdu les 2 précédentes, ils avaient gagné celle de 2022. Et Tulane qui est de retour en playoff pour jouer crânement sa chance. Et John Sumrall, du coup, qui restera un peu plus longtemps parce qu'effectivement, lui est en partance pour Florida. Mais lui, restera. Et en revanche, du coup, Eric Morris, lui, peut déjà partir pour Oklahoma State. Il est là. À moins qu'il ne coachera pas le bowl, du coup. Non, il est tout de orange vêtu déjà. Il est bien présent. Donc, bonne il a pris nouvelle ses pour courses. Oklahoma State dans un sens. Il va pouvoir travailler plus tôt que prévu. Et pour North Texas, belle saison quand même. Il ne faut pas effacer cette belle saison de North Texas qui termine avec 11 victoires, qui aura un petit bowl à aller chercher. La meilleure saison de leur histoire, tout simplement. Ouais, puis avec des joueurs vraiment très kiffants. Il y aura un bowl face à San Diego State entre deux équipes
Sympa du groupe of five cette année, donc voilà. Et puis on verra après est-ce qu'ils arriveront à garder tous leurs joueurs, ça sera la question. Combien de leurs joueurs Ouais. seront sous un maillot orange l'année prochaine? Moi, j'ai un peu la liste, c'est bientôt Noël, hein, j'ai ma liste au Père Noël qui est Donc déjà Drew prête. Maker, Caleb Hawkins, Wyatt Young, Miles Coleman. Par exemple, voilà, par exemple. Autant jouer à Downton, non? Autant les laisser à North Texas et vous allez là-bas Non, mais et tu vois, ils vont changer de coach, le système offensif va changer, tu vois, c'est quand même mieux de rester avec un coach qui te connaît, quoi, je tu vois. pense qu'il y Enfin, a une si je grosse veux. différence entre Denton et Stillwater en termes de. Je pense que ça va, c'est un peu la porte à côté. Donc, Non, il y a 3 heures de route à peu près entre ouais, les, donc les deux, les deux villes. Bon, par contre, Denton, c'est la banlieue, voilà, banlieue assez éloignée de Dallas, mais banlieue de Dallas quand même. Stillwater, c'est un peu le trou du cul du monde. Donc voilà, en termes d'expérience de vie, on n'est pas sur la même chose quand même, quoi. mais voilà, des finales sympas en group of five. Pas de surprise à proprement parler. Ceux qui devaient gagner ont gagné. La seule surprise, en fait, c'est Kennesaw State face à Jacksonville State. Mm. Euh, mais en tout cas, c'est sympa. Et c'est sympa, mine de rien, parce que que le groupe of five qui le fait encore, les finales sur le campus du mieux classé. C'est toujours plus sympa que, tu vois, par exemple, le Western Michigan, Miami, Ohio, c'était au Ouais, Ford Field de à Detroit, Détroit, ouais. il y avait 20 000 personnes, donc forcément, ça sonnait un peu vite, c'est dommage, quoi. Ça aurait été un peu plus sympa que ça se joue à Kalamazoo, du côté de Western Michigan. Ouais, mais au moins, tu es sûr qu'il neige pas et machin, donc je sais pas, Oui. je pense que ça fait un peu de pub Ah, aussi pour jouer dans le stade des Lions, je pense que. d'ailleurs, il y a eu de la neige à James Madison, j'étais assez surpris. Ah ouais. Puisque un des faits de jeu du match contre Troy, c'est qu'il y a un punt loupé du punter de Troy parce que les supporters de James Madison ont balancé des boules de neige sur le punter. Il puntait à peu près sur les 5, donc il était vraiment proche de la student section. Ouais. Et il rate son punt, tu vois, du coup la balle tombe au 45, mais de son propre camp. C'est 45-50. Donc bonne position pour James Madison pour redémarrer. Et il y a eu un arrêt de jeu avec le directeur Hmm. athlétique de James Madison qui a dû leur dire ne refaites pas ça, sinon il y aura un arrêt du match, on va virer les mecs qui lancent des Hmm. boules de neige et tout. Mais résultat, ils ont marqué 3 points suite à ce punt. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les matchs on campus. Ouais, c'est autre chose, hein. Et c'est pour ça que le seul bon truc des playoffs à 12, c'est enfin, en tout cas, premier le tour. premier tour, Moi, je c'est kifferais on que campus. ce soit premier tour et quart de finale. Tu mets que les demi-finales en New Year's Six et du coup, les 4 autres bowls sont pour les perdants en consolante un peu, tu vois. Enfin, Hmm. ça pourrait être sympa aussi. Moi, quand je joue à Football Coach là, sur Ouais. Football Coach sur Steam, je mets toujours jusqu'à la finale nationale sur les campus. Et dans ma tête, Ah, ils jouent la finale nationale au Rose Bowl. Voilà, c'est bon. Ça, c'est mon honnêtement, petit plaisir à moi. les demi-finales en terrain neutre, ça me choque moins. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais bon, en tout cas, dans un premier tour sur campus, c'est déjà cool. Profitons parce que ça se trouve. Ok, ok. Bah, Il y merci avait un dernier Maxence pour ce. match. Ah, Ouais, pardon, excuse-moi. non, 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 c'était non, je veux dire oui, bah, de rien pour le petit passage G5 qui compte aussi. Voilà, il y a des titres de conférences qui sont sortis. Et donc James Madison et Tulane qui, bon Tulane non, ils Oui, savaient qu'ils étaient qualifiés, mais James Madison qui attendait le dimanche soir pour confirmer ou tout non à leur fait. qualification. Eh ben, très bien. Eh ben, je te propose de passer sur le plus Gros gros morceau. match bah, peut-être de l'année, hein, tout simplement, jusqu'à présent. Bah, numéro 1 C'était. contre numéro 2, hein, donc Ah, bah, ça, c'est clair. La finale de la Big Ten qui a tenu toutes ses promesses dans un match au cordeau entre deux formidables équipes de football, hein, qu'on soit très clair. Indiana qui s'impose 13-10 et très gros remporte duel un titre défensif. en Big Ten. Quel duel défensif et quelle défense surtout sur les petits yardages, comme on dit, du côté des Hoosiers contre les Buckeyes, qui ont eu une difficulté monstre à marquer des points alors qu'ils avaient réussi à faire avancer le ballon. Parce que quand on prend le stat, je crois qu'ils sont à quasiment 5 yards par play, Ohio State. Mais en fait, ils ont 10 points à la sortie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand il fallait être en red zone, ils ont été dans une incapacité chronique de marquer des points. Et ça a coûté la victoire à la sortie. Alors, qu'est-ce qui t'es plus impressionné par Indiana, un petit peu déçu par Ohio State? On sent quand même que les deux équipes sont quand même d'un niveau à peu près équivalent parce que s'il y a 13-10, c'est parce qu'il y a ce field goal manqué aussi de 27 yards. Impressionné par Indiana. Impressionné par Impressionné par Indiana, ouais. Indiana. Je pensais pas la défense d'Indiana capable de sortir ce genre de performance. Euh, et honnêtement, ouais, en fait, comme tu dis, ils ont encaissé, ils se sont retrouvés en red zone, mais ils ont toujours réussi à se. En fait, Ohio State a dû se battre pour le moindre yard dans ce match-là, et c'est ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence aussi, c'est le field goal loupé
en fin de match qui aurait pu permettre à Ohio State de revenir à 13-13. Mais même avec ce field goal loupé, au final, le drive derrière d'Indiana, il termine sur les 38 d'Ohio State, donc ils auraient pu très bien tenter un field goal pour repasser devant aussi. Honnêtement, Indiana a été très solide défensivement et moi j'étais surpris. Je ne pensais pas qu'Indiana tiendrait sur 60 minutes. Ohio State a seulement 10 points. Honnêtement. Et le fait qu'Ohio State n'encaisse que 13 points, ils sont dans leur standard, Ohio State, en termes de Oui, c'est défense. clair. Tout à fait. C'est vraiment offensivement que ça a un peu pêché. On a eu un Julian Saline qui se fait intercepter d'entrée de jeu. On a eu il y a un Jeremiah Smith qui a été exceptionnel. Mais à côté, Carnell Tate, ça a été un peu moins le cas. Le jeu à la course, seulement 58 yards pour Ohio State, malgré les 83 yards de Bo Jackson. Ça veut dire que Julian Saline s'est fait souvent sac, puisqu'il se fait sac 5 fois dans le match. Bon, franchement, cette équipe d'Indiana, elle a proposé une très grosse performance et une performance qui nous fait dire que c'est une équipe qui peut aller au bout. Parce qu'on dit souvent offense, que ça fait gagner des matchs, mais la défense, ça fait gagner des championnats. S'ils réitèrent ce genre de performance, ils peuvent légitimement aller au bout, clairement. C'est sûr. Et puis, encore une fois, tu vois, quand tu vois les scores et la manière sur les matchs de la saison, ils ont été capables de gagner des matchs en marquant beaucoup de points. Ils ont été capables de gagner des matchs où leur défense a été plus en difficulté aussi. Des matchs en faisant des comebacks. Des matchs en faisant des comebacks. Pour moi, ils ont la panoplie complète du champion national. Alors, la route est encore longue, on soit très clair. Je pense que la différence de niveau avec les Buckeyes est hyper fine et que sur un rematch, tout peut arriver et je reste sur ma conviction que les Buckeyes seront champions nationaux. Ohio State fait pas un mauvais match parce que défensivement, ils sont, comme je dis, ils sont dans leur standard. C'est juste que ils ont manqué de réussite en red zone. Mais en même temps, c'est Indiana qui provoque ce manque de réussite aussi. Ouais. Maintenant, arriveront-ils à réitérer ce genre de performance? C'est ça. On verra. Et il faut réitérer au moins 3 fois de suite si tu veux être champion national. Parce que tu as déjà un gros morceau qui t'attend en quart de finale parce que ce sera Oklahoma ou Alabama. Même si c'est des équipes qui sont pas au meilleur de leur forme, notamment en attaque, ça reste quand même des gros morceaux en quart de finale d'entrée de jeu et puis après bien sûr demi-finale, finale. Mais je suis rassuré pour Indiana, c'était un test de plus. Cette équipe d'Indiana me donne vraiment l'impression de traverser les étapes. Tu vois, l'année dernière, ils sont apparus à la face du monde avec Kurt Signetti qui disait moi ce que je fais c'est gagner. Tapez mon nom sur Google, vous verrez, je ne fais que gagner. Alors ils se sont tapés un mur de réalité assez fort face à Ohio State, puis de nouveau face à Notre-Dame. Et là, cette année, ils sont invaincus, ils vont gagner à Oregon, ils vont gagner à Penn State, ils remportent la Big Ten. T'as Kurt Signetti qui dit avec un an de retard. Mais tu vois que c'est une équipe qui n'a pas fini. Tu vois, Kurt Signetti, je pense dans sa tête, c'est normal qu'ils aient gagné parce que ça fait partie du plan et que maintenant la suite, c'est maintenant, c'est fin décembre, début janvier. C'est de montrer que cette équipe peut aller loin, peut faire un deep run en playoff et j'espère qu'ils feront un deep run en playoff parce que ils ont été vraiment très bons cette saison et ont montré plusieurs façons, comme tu disais, plusieurs façons de gagner. Et ça, c'est puis il y a très intéressant. Il y a un truc de malade là. Ohio State n'a pas réussi à marquer un point en 40 minutes. Quelque chose comme ça. Ils marquent leur 10e point sur un field goal au milieu du second quart-temps. Et après, ils prennent plus un point. C'est un truc de malade. Ils ont punté, turnover on downs sur en red zone, sur les 5 yards. Le field goal raté, et puis derrière, ils ont forcé Julian Sayin à lancer sur Jeremiah Smith, mais c'était trop tard. Il y avait trop de terrain à parcourir. Non, je ne sais pas si on se rend compte de la performance défensive de cette équipe d'Indiana. Alors, il y a l'info qui est tombée et je pense que ça va être. C'est les premiers nuages, on va dire, dans le ciel, dans le beau ciel bleu d'Indiana. C'est Stephen Daly, un des meilleurs joueurs défensifs d'Indiana, qui a priori devrait manquer le reste de la saison. Ça, c'est un gros coup dur parce que on sait que ces équipes-là, il y a du talent, mais on ne sait pas s'il y a trop de profondeur. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ils ont été jusqu'à présent assez épargnés par les blessures et je pense que c'est aussi un facteur de la réussite de la saison. C'est Hardy qui se blesse.
Oui, c'est vrai, Ouais, tout à fait. c'est lui? Non. Mais non, là j'ai vu Stephen Daly, moi, le defensive line. Ok, moi j'avais lu. Moi j'avais vu que c'était un linebacker. Attends, Et en tout cas, il y a des images là où on le voit en fin de match après la victoire où il est sur une jambe et il tape dans la main des supporters, etc. Et en fait, la news est tombée comme quoi c'était fini pour lui la saison. Et voilà, hein, c'est le deuxième meilleur plaqueur pour perte du pays. Ouais, c'est Stephen Daly. Donc voilà, ça va être une grosse perte. Et voilà, comme je vous dis, ces équipes-là, on ne sait pas s'il y a trop la profondeur. Et voilà, on sait très bien que pas grand-chose peut faire basculer une saison. Mais voilà, après, il y a des armes quand même. Est-ce que Fernando Mendoza a clos le débat du Heisman pour toi avec cette victoire contre Johan Semin? Ou alors, Je il crois y a que un petit Diego Pavia qui s'est serré la main, qui s'est frotté les mains, pardon. Mendoza et Seyi n'ont pas fait la performance pour vraiment Non. clôturer le débat, tu vois. Mais il y a des moments quand même clutch de la part de Mendoza. En fait, ils ont pas tué le doute. Il y a encore un petit doute qui persiste pour moi, tu vois, maintenant. En fait, pour moi, ça va jouer entre Mendoza et Pavia maintenant. Le fait que Seyi ne fasse pas une performance extraordinaire et qu'il perde. Mais Mendoza n'a pas clôturé le débat. Donc, à voir, à faire suivre. On aura la réponse samedi. Gros match quand même de Charlie Baker. Qui a été le héros du match côté Indiana, 126 yards, le receveur sophomore en 6 catchs, dont le catch de la victoire, qui a été le go-to guy de ce match-up du côté pour Fernando Mendoza. Et puis voilà, bravo Indiana, qui ne cesse de nous surprendre semaine après semaine. J'ai eu beaucoup de réactions parce que c'était un week-end assez actif sur Twitter de Triple Podcast. Beaucoup de gens ont réagi et merci à vous pour tout ça. Beaucoup de gens qui découvraient un peu cette équipe d'Indiana. C'est normal, hein, c'est la fin de saison, c'est peut-être plus facile à suivre pour des gens qui suivent habituellement la NFL, par exemple, de se dire bon bah j'arrive sur la fin de saison, il y a moins de matchs. Mais voilà, cette équipe d'Indiana qui on stage, qui a vraiment prouvé qu'elle avait toute sa place parmi les meilleures équipes du pays. Mais c'est vrai, comme tu dis, en fait, les gens n'ont pas tant regardé que ça Indiana, en fait. Et ne se rendent pas compte à quel point cette équipe est forte. C'est pas une critique, hein, c'est juste. On est marqué par les noms des programmes et on se dit qu'Indiana, c'est peut-être moins sexy, mais je le rencontre pas. Si t'es pas un fan comme nous de college football, qui regardons vraiment tout et outre, forcément, c'est une équipe que tu as découvert cette année, donc au fur et à mesure, peut-être que les gens les ont regardés sur le match contre je Oregon. veux dire, moi, la hype, elle est arrivée surtout après la victoire contre Oregon, où là, du coup, et après, en fait, ils ont eu un stretch où les adversaires étaient moindres. Et après, ils ont un stretch. Donc, ouais, voilà, il y a eu le match contre Penn State, où il y a eu un peu de hype parce qu'ils ont été forcés à un comeback. Après, le reste des matchs, ils les ont gérés. Voilà, cette victoire contre Ohio State n'est pas le fruit du hasard, qu'on soit très clair. C'est une excellente équipe, comme Ohio State. Et Kirk est un grand coach. Et un coach. Et le travail qu'il a fait à la tête des Hoosiers, et je le dis. C'est un gars, franchement, on se demande même pourquoi il est head coach depuis aussi peu de temps, parce que il a 64 ans. Et il est head coach. Ouais, ça fait 15 ans qu'il est head coach, mais il était en FBS, ça fait que depuis 2022 avec James Madison qu'il avait depuis 2019. Mais bon, quand tu vois son bilan, enfin, c'est ce mec, il se la raconte un peu. Mais en même temps, tu sens le gars. C'est mérité, j'ai envie de dire. C'est une confiance qui est, je pense, pas maladive, mais oui, communicative auprès de ses joueurs. Communicative, ouais, c'est ça. Mais voilà, ce qu'il a fait à Indiana, c'est le meilleur travail de coaching de l'histoire pour moi en termes de transformation d'un programme. Ça bat Bill Snyder du côté de Kansas State. Ça bat même Gundy du côté d'Oklahoma State. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est du jamais vu. Il a pris le pire programme de l'histoire du Power 4, enfin du Power 5 même on peut dire, et il l'a transformé en une équipe potentiellement sur la durée, en 2 ans. On verra sur la durée, mais en tout cas, sur ce stretch de 2 ans, il n'y a pas grand monde qui peut s'asseoir à sa table. Je pense qu'il n'y a que lui à la table. Il n'y a qu'un siège, à mon avis. Tu vois. Et puis lui, il prend un programme où l'Indiana, c'est même pas. Alors, attends, t'as Purdue et Notre-Dame qui sont de. Purdue, je sais jamais, c'est Indiana. Illinois. C'est Indiana aussi.
c'est Indiana aussi. Ouais, voilà. Indiana, c'est le Et puis, c'est troisième un programme qui est orienté basket. Je veux dire, c'est une des facs les plus titrées c'est avec orienté God Knight basket, à ses ouais. têtes. C'est C'est une ça. fac, enfin, je veux dire, qui tournait autour du basket, comme Kentucky peut l'être aussi de cette façon. Et dans son état, c'est même pas le programme phare en football dans son état, Non, parce que t'as Notre-Dame qui écrase tout. de toute façon, le football n'est pas le sport le plus populaire dans l'état de l'Indiana. Hein. C'est très clairement le basket. Oui, C'est c'est vrai que vraiment, c'est un état de basket. c'est vraiment un état de basket, Mais quoi. bon, voilà, il a fait un travail de fou et il va continuer à faire un travail de fou parce qu'il est, il est, il est prolongé. Et puis, bah, tu vois, très bonne utilisation du portail des transferts. Il est venu avec des gars de James Madison, tu vois, il y a Elijah Sarrat, qui est un ancien de James Madison notamment. Donc, c'est un gars qui sait, et puis qui développe ses joueurs, parce que tu faisais le comparo des joueurs de Ohio State et par rapport à la valeur, on va dire, en termes d'étoiles, etc. C'était la 73e ou 74e équipe en termes de ranking, si tu prends les joueurs et leur niveau supposé, on va dire. Donc, c'est un homme qui développe ses équipes et qui les développe très bien. Eh ben, très bien, on a fait un. Pour juste finir sur le Buckeyes, pas de quoi paniquer. Ouais, c'est ce que j'allais te poser. Est-ce que tu es inquiet pour les Buckeyes? Moi, pas tant que ça, hein, je dois être honnête. Non, parce qu'ils ne font pas 2 fois ce match-là offensivement. Il vaut mieux que ça leur arrive maintenant même. Tout à fait. Comme le match contre Michigan. Et derrière, je ne m'inquiète pas, Ryan Day et ses assistants. Non, moi, je me fais vraiment aucun souci pour eux. Et puis en plus, ils auront un mois pour se réparer. Donc, oui, et puis l'année dernière, ils n'ont pas remporté la Big Ten et on a bien vu ce que ça a donné à la sortie. Hein. Donc, c'est ça. Voilà. Et avec un groupe qui, certains ont déjà connu Lorraine l'année dernière. Donc moi, je me fais aucun problème, aucun souci sur eux. Il n'y a pas eu d'incidence parce qu'ils sont restés numéro 2 en plus au classement du comité. Oui, donc il y a vraiment en zéro vrai, incidence. ça aurait été sévère, je pense, eux, tu vois, qui descendent pas. Mais moi, je suis très content. Je suis très content qu'ils descendent pas parce que je pense que typiquement pour moi c'était les deux meilleures équipes de la saison et que voilà, je veux dire, s'ils avaient descendu Ohio State et pas Alabama, tu vois, oui, voilà. quand même qu'il y a un problème. Donc déjà il y a eu à peu près de la cohérence sur cette question-là, mais je suis très content. C'est 1 et 2 pour moi, c'est les deux meilleures équipes du pays. Et voilà, ça serait bien de les revoir en finale nationale. C'est un match qui a fait énormément d'audience au niveau des États-Unis, donc ça c'est plutôt cool. C'est le match de finale de la Big Ten le plus regardé de l'histoire, donc ça montre que le logo de l'équipe compte pas tant qu'elle est compétitive, j'ai envie de dire. Donc je suis très content qu'Indiana, les gens l'aient regardé. Je sais qu'en France ça a été le cas. Sur le chat qu'on a fait pour la soirée de dévoilement du bracket, il y avait pas mal de gens qui ont dit qu'ils avaient découvert cette équipe d'Indiana et je suis très content que ce soit le cas parce que c'est une équipe qui mérite. Eh ben, transition, mon petit Maxence, on va parler des choses qui fâchent. Des fâches, effectivement. On va parler du classement du comité. Donc, dimanche, aux alentours de 18h, le comité a annoncé son classement. Alors, on va se le faire de A à Z. Donc, les 4 premières équipes donc, qui ne joueront pas le premier match en tout cas, le premier tour, sont en numéro 1, Indiana, numéro 2, Ohio State, numéro 3, Georgia, numéro 4, Texas Tech. Aucun problème sur ces 4 équipes. D'accord, Maxence. Les 4 meilleures équipes de la saison. On a 3 champions de conférence. Et le perdant de la Big Ten, mais c'était un match-up 1 versus 2 perdu sur un field goal loupé. Donc, honnêtement, rien à redire sur ce top 4. On aurait pu mettre peut-être Georgia devant Ohio State, mais honnêtement, c'est du pinaillage. Ouais, j'aurais pas poussé une gueulante pour ça, mais voilà, je suis très content que State soit resté numéro 2 dans un truc qui va pas changer grand-chose. Ça change pas grand-chose. C'est juste un match-up que tu vas affronter, mais au final, c'est pas si grave que ça. Numéro 5, Oregon. Pareil, pas trop de surprise là-dessus. Rien à redire, ils n'ont pas joué cette semaine, ils n'ont qu'une défaite, c'est contre Indiana, donc le numéro 1. Ils étaient 5e, ils restent 5e. Je veux dire, ouais, pareil, là, c'est des choix qui sont relativement compréhensibles. Ouais. Oregon, Ole Miss, Texas A&M, Oklahoma, donc 5, 6, 7, 8. Ils étaient 5, 6, 7, 8 avant, il le reste. Ils n'ont pas joué cette semaine et il n'y a pas eu de résultat en fait. Les équipes qui étaient derrière elles n'ont pas gagné, ce qui fait qu'ils restent à leur place. Et honnêtement, peut-être Oklahoma que je trouve un poil haut par rapport à ce qu'ils proposent en vrai sur le terrain.
Mais Maintenant, ils sont en ils sont portés 10-2 en par les sec. ils sont portés par la double Voilà. victoire il n'y a pas très longtemps contre Tennessee et Alabama. Je pense que c'est ça qui les porte Oui, encore. après, Mais ils sont quand même très clairement dans le dur offensivement. ils ont bien servi Tennessee cette année pour Putain, gonfler les bilans de certaines Putain, équipes. heureusement qu'il y a Tennessee qui existe parce que je sais pas comment la SEC survivrait sans les volontaires. Franchement, regardez le calendrier de Tennessee, la saison de Tennessee. C'est un score. Les mecs sont restés classés tout ce qu'il fallait La pour fraude juste par excellence. rajouter des équipes victoires classées dans la colonne des équipes, quoi. Et on l'avait vite décelé quand même sur les autres équipes parce qu'on les avait vite mis très très loin, voire pas Attention, du tout dans c'est le classement. pas une équipe à jeter, au contraire. Non, c'est une équipe dans le top 25, correcte, mais c'était pas top terrible. 25 quoi. 9e. Donc voilà, donc on arrive jusqu'au numéro 8. Maintenant, le numéro 9, et là c'était un petit peu voilà, la première décision qui a commencé à faire grincer les dents. Alabama, numéro 9, malgré la très lourde défaite contre Georgia, ne descend pas. Alors que historiquement, les défaites en finale de conf impactent quand même le classement du comité. On l'a bien vu cette année avec BYU qui est descendu, qui a été classé 11 et qui est descendu. Et oui, tout à fait. Qu'est-ce que ça te. Enfin, on a déjà parlé en live. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu trouves ça pas normal? Ça a vendu la mèche. Alabama qui est resté 9, ça a vendu la mèche. Pourquoi ils n'ont pas descendu à Alabama? Parce que le vrai problème, c'est pas tant qu'Alabama soit 9, c'est que Miami soit monté 10e sans avoir joué. Et que je pense qu'ils n'ont pas descendu Alabama d'une place pour éviter d'avoir à monter Miami de 3 passes. Déjà, monter Miami de 2 places, il a fallu le justifier, mais le monter en plus d'une 3e place, ça a peut-être fait encore plus tâche. C'est pour ça que pour moi, ils gardent Alabama. Ils ont gardé Alabama parce que, disons-le, c'est pour les ratings également, parce que ça fera de l'audience d'avoir un Alabama en playoff. Ils avaient fermé la porte l'année dernière à Alabama en ne descendant pas à SMU de leur défaite de conférence. Peut-être qu'ils leur rendent un peu l'appareil aussi cette année-là en les laissant dans le top 9. Et je pense que ils considèrent que s'il y a une équipe à 3 défaites à faire rentrer, c'est cette équipe-là d'Alabama. Voilà. Pour moi, c'est. En vrai, comment dire? Moi, je suis pas choqué qu'Alabama rentre, entre guillemets. Enfin, c'est pas trop ça. C'est plutôt l'absence de cohérence en fait du classement du comité au fil des semaines qui m'énerve un petit peu. Ils font à la tête du client. Et c'est ça qui est un petit peu pénible quand même à suivre. Alors effectivement, Alabama a cette magnifique victoire contre Georgia. Mais ils ont cette défaite absolument énorme contre Florida State qui semble complètement oubliée. Alors effectivement, c'était en septembre, je dis pas le contraire, mais cette défaite, elle est quand même présente dans le bilan. C'était le 29 août, encore ou le 30 août. Ouais. C'est vrai, en août. Ouais. Mais il y a quand même, voilà, on parle beaucoup de high test, etc. Enfin, ils aiment bien utiliser ce terme-là, nos amis du comité. En fait, en termes de high test, utilisent les trucs quand ça les arrange. Ah oui, c'est exactement ça. Il fallait pas descendre plus à Alabama que ça, parce qu'après derrière, on peut en parler peut-être directement si tu veux, Baptiste. Miami bien sûr. rentre dans le top 10. Miami qui était 12e, Miami qui est rentré dans le top 10 et donc Miami qui va en playoff sans avoir joué et qui est la seule équipe à ma connaissance, enfin, une des seules équipes à ma connaissance, à monter de 2 places sans avoir joué un match. Le comité a donné cette explication-là. Avant cette semaine de conférence, BYU était entre Notre-Dame et Miami. Donc Notre-Dame était 10, BYU était 11 et Miami était 12. Le contrat était clair. BYU gagne, BYU saute Notre-Dame. Et là, je pense que même les Golden Gophers n'auraient pas râlé. Peut-être qu'ils auraient râlé si Bama, en ayant perdu la SEC, eux étaient sauvés et pas eux. Bon, bref. Mais BYU a perdu. Ce qui a fait qu'ils ont descendu BYU d'un cran. Ce qui fait que Miami s'est retrouvé à égalité, et s'est retrouvé 11 juste derrière à 10. Et ils ont expliqué que comme maintenant il n'y avait plus d'équipe entre les deux, il fallait comparer les deux équipes head-to-head. Ça tombe bien, il y a eu un match en début de saison entre Miami et Notre-Dame. Et après l'avoir ignoré pendant un mois parce qu'il y avait des équipes qui étaient entre Miami et Notre-Dame, etc., machin, ils ont lancé la VA sèche le matin, là, ils ont rematé le match
Hop, ils ont fait, putain, ils ont gagné et tout. Hop, allez, hop, Miami 10, Notre-Dame 11. Voilà. L'incompréhension totale. Et forcément, derrière, bah, Notre-Dame comprend pas trop Qui cette explose. décision-là. Qui est On normal peut, dans un sens, parce que on peut comprendre leur mécontentement, hein. Miami a battu Notre-Dame. Miami a le même bilan que Notre-Dame et Miami a battu Notre-Dame sur le terrain. Mais pourquoi, pendant un mois, tu fais croire à Notre-Dame que c'est Qui eux sont qui devant vont y aller Miami. à la place de Miami? Tout ça pour au dernier moment. Ah oui, mais ils avaient pas de place d'écart parce que BYU a descendu et donc maintenant qu'ils étaient côte à côte, on a été obligé d'utiliser ce head-to-head qu'on n'a pas utilisé pendant un mois auparavant. On sait pourquoi ils ont fait ça. Il fallait une équipe des SEC en playoff. Et Alors, ils ont sauvé Miami. Mais je peux comprendre que Notre-Dame se sente flouée parce qu'on leur a fait croire pendant un mois que la défaite contre Miami en début de saison avait été oubliée pour la ressortir au pire moment. Au pire moment. Je Moi, te il laisse y a parler parce quand que même. j'ai eu un gros tunnel et je m'excuse du tunnel. Non, il y a pas de souci. En fait, moi aussi, En fait, le problème est que le classement semaine après semaine du comité, finalement, c'est plutôt un mal pour un bien. C'est-à-dire que ESPN, je pense, qu'il a besoin de faire de l'audience sur certains trucs. Ça permet d'avoir une émission 1 heure par semaine le mardi soir. Enfin bref, ça te permet voilà, en termes de grille d'audience, Oui, oui. voilà, ce genre de Ça truc. donne un moment où les gens se Sauf que retrouvent. Voilà. plus tu en fais, Ça crée du contenu à discuter pour les mecs sur les bien plateaux et sûr, tout. Enfin, voilà. mais plus tu en fais, plus tu laisses parler les gens du comité, Ouais. plus tu leur mets devant leur Merde. propre paradoxe. Et en fait, c'est ça qui pose problème. C'est que une semaine, ils vont justifier telle ou telle position, et la semaine d'après, ils vont utiliser un argument contraire pour en justifier une autre. Et en fait, c'est ça. C'est le fait que ils font un classement et après ils diront ce qu'ils veulent pour justifier. En fait, alors que théoriquement, c'est plutôt, on va dire, la réflexion qui arrive avant le classement. Là, on a l'impression que c'est tout le contraire. Et que, bah, moi, j'ai envie de dire, comme on dit, c'est bien fait pour leur gueule, c'est bien fait pour leur gueule. Ils ont centralisé ce pouvoir-là dans des mains de gens qui, bah, voilà, qui pensent dans leurs propres intérêts aussi, parce que je trouve pas ça normal que ça soit des directeurs athlétiques qui soient membres de ce comité-là. Je pense qu'il y a une espèce de, on peut pas être jugé parti. Bah là, c'est à peu près ça quand même. Et ça me pose quand même question sur ce choix-là. Alors aussi, de toute façon, on savait que cette expansion à 12 allait apporter plus de problèmes que vraiment en résoudre. C'est-à-dire que là, imagine, on serait resté à 4. Et tu t'aurais râlé, toi, sur les 4 qualifiés pour les playoffs, là? Non. Voilà. Mais tu te dis quand même que bah maintenant, sauf que à 12, bah, tu parles que finalement de ce choix de la 12e place, de la 11e place. Et que voilà, et que si on expande à 16, et bah, tu râleras pour la 16e place. Tu expandes à 24, tu râleras sur les 24e places. Enfin, tu vois, tu repousses le curseur. Et le curseur, tout le monde, les gens vont trouver à râler. Et que déjà, je trouve que 12 équipes qui jouent le team national en college football, c'est trop. C'est quelque chose que je l'ai déjà dit avant, je le dirai tout le temps, c'est trop. Il n'y a pas 12 équipes élites chaque année qui sont capables de jouer le titre. Cette année, moi, j'en vois 4. C'est les 4 premiers du classement. Ils sont là. Et puis, point, quoi. Et puis derrière, tu as aussi ce débat qui te concerne toi, Maxence, le groupe of five. Là, d'un coup, on était tout content de les mettre, et puis finalement, bah non, comprenez, il y en a 2 maintenant, c'est n'importe quoi. Donc tu vois, c'est ce Parce côté qu'il y a très aussi paradoxal. il y a aussi ce truc de on laisse James Madison rentrer alors qu'on laisse du Notre-Dame et du BYU sur le carreau. Ouais, mais les gars, il y a une règle qui a été mise en place Ouais, c'est qui ça. est les 5 vainqueurs de conférence, ils sont in et pas les 4 du Power 4 et Ouais, le c'est meilleur ça. G5, c'est les 5 meilleurs tout court. Donc une année où Tout le monde l'a redécouvert cette année, ce truc. Alors que ouais, nous, on le répète depuis très longtemps ça dans le fait podcast, que c'est. ouais, ça fait depuis 2 ans qu'on dit qu'il y a un monde où vous pouvez avoir 2 équipes G5 parce que une année, une conférence Power 4 peut se retrouver avec un champion à 5 défaites, ce qui est arrivé cette année avec Duke. Même avec 4 défaites, ils seraient pas passés, d'ailleurs, au passage. Mais James Madison et Tulane, ils ont fait la saison qu'on attendait d'une équipe du G5 et ils ont profité du système, oui, mais en même temps, on va pas leur reprocher de jouer avec les règles puisque eux, ils passent automatiquement. Ils passent pas sur un choix du comité. Le comité est obligé de les C'est ça. qualifier. Bon, Jeff Madison, ils auraient pu passer Duke, mais alors là, il aurait vraiment fallu expliquer comment tu passes une équipe 8-5 et pas une équipe 12-1. Parce que même si c'est de la Sunbelt, il faut quand même le faire. Voilà. Et puis ils sont sur 12 victoires de suite, je crois, de manière générale. Bref.
Moi, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que 12, c'est trop. Moi, j'étais partisan. J'étais pas partisan forcément du système à 4, mais un système à 8 m'aurait pas dérangé. Un 8 at large m'aurait pas dérangé. Comme ça, t'enlèves la question de champion de conférence, machin, 8 at large. Mais dans ce cas-là, il faut que tu aies un classement qui soit juste avec tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on voit bien que pour rentrer dans le top 25 en tant que group of 5, c'est la croix et la bannière. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, moi, sur le fait de peut-être supprimer les finales de conf, mais tu les supprimeras jamais. Il y a trop de pognon Non. en jeu, il y a trop de machin. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Une fois que tu as ouvert la porte, c'est trop Puis compliqué de revenir en arrière. t'es obligé de garder une importance pour les conférences. Faut que les conférences gardent une importance quand même. Donc, est-ce que je crois que c'est Charles qui est parti dans ce système à 16, les 10 champions de conférence et 6 at large. Mais On alors n'aura là, jamais on n'aura jamais ce système-là, je vous vous dis. gueulez déjà parce que vous avez Just Madison en playoff. Et là, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre Kennesaw State et Western Michigan. Ah non, Moi, ça me dérangerait pas. Hein, non, mais ça, j'y crois non, absolument pas, ça hein, qu'on soit n'arrivera très pas. clair. Donc on verra parce que c'est la dernière année avec ce format-là puisque il le renégocie pour l'année prochaine. Donc c'est vrai Alors, que c'était un format. c'est pas impossible que ça reste à 12, hein, ceci dit, hein. C'est Ouais, pas mais impossible c'était que un ça reste à format 12. intermédiaire. On savait que c'était un format intermédiaire. Est-ce que ça restera à 12 et on prend les 12 at large comme ça, Notre-Dame parce que ça aussi, on a appris dans les médias qu'il y aurait un accord qui aurait été passé, que si Notre-Dame est dans le top 12 à partir de la saison prochaine, ils seront automatiquement qualifiés en playoff. Mais on est où? Ah ouais, mais... On est où là? Bah oui, mais tu sais très bien qui décide de tout. Et là, Ah, Notre-Dame, rejoignez ouais, là, ouais, rejoignez le MAC, gagnez la MAC tous les ans en faisant 13-0 et personne ne dira rien parce que vous serez qualifié automatiquement en champion de conférence. Je veux dire, arrête, c'est bon, genre au bout d'un moment. Non mais vraiment, genre. C'est enfin. je sais pas. Moi, j'avais dit lors du live, j'ai écrit il y a un peu moins de 2 ans, un peu plus de Oui, 2 ans, t'avais il y a écrit ou deux un ans, article, un c'est vrai. article sur effectivement la Big Ten et Notre-Dame, qui Les je pense, relations qui se sont il a pas réchauffées trop ces vieilli. derniers jours. Hein. Bah, ça m'étonne pas, parce que de toute façon, c'est quoi le choix de Notre-Dame? C'est aller faire soit Notre-Dame en a sec, le soit. directeur athlétique de Notre-Dame a incendié l'Atlantic Coast Conference en Ouais, mais disant que c'était leur faute s'ils n'étaient pas en playoff, machin, et que parce qu'on sait qu'ils ont un contrat avec eux, puisque la plupart Hmm. des matchs que Notre-Dame joue chaque saison, ils tournent en fait des équipes de l'ACC. Euh, mais cette relation va peut-être bientôt voir Ouais, sa fin. alors ça va bouger. Alors alors tout le monde a réagi à chaud. On va voir une fois que le soufflet Ouais, est un peu retombé ce qui va être. Mais en tout cas, c'est une décision qui va quand même, je pense, faire date. Et je pense que on aura des répercussions sur le monde du college football avec ça, parce que mais, Notre-Dame, c'est mais pas Florida State en termes d'impact culturel sur le pays. On parle voilà d'une fac, peut-être la fac la plus représentative du college football en termes d'histoire, etc. Donc voilà, donc je n'ai pas de prévision à faire sur ce truc-là parce que je pense que c'est on va dire des choses qui me dépassent moi, mais je pense qu'il y aura quand même des remous. Il y aura des remous. il y aura des remous parce qu'en plus Notre-Dame a du coup opt-out de son bowl, ce qui est Ouais. quand même pas une décision anodine, donc c'est vraiment qu'ils boudent dans leur coin. Et sauf que ouais, comme tu dis, Notre-Dame qui boude, c'est pas comme un Florida State qui boude, hein, ça va avoir des répercussions, donc on verra. Les playoffs vont se dérouler, je pense que l'off-season va être très agité dans le monde du college football, mais en même temps, ça fait plusieurs off-season qu'il y a toujours des Ouais, que choses c'est le qui cas. bougent. De toute façon, on sait quels ont été les premiers dominos. Hein. Texas et Oklahoma qui rejoignent la SEC. Bien sûr. Ça a été le déclencheur de tout le bordel qu'on a aujourd'hui. Notre-Dame a été victime de ce bordel-là. Maintenant, en fait, encore une fois, que Miami soit qualifié me gêne pas. Le seul truc qui m'a gêné, c'est que pendant le mois entier, on nous a fait croire que ce match-là n'avait jamais existé. Et quand on te le Ouais. ressort du chapeau dimanche au moment du cut final. Bon, c'est Effectivement. le Bon, en tout cas, comité, voilà. et c'est pas la première fois que le comité fait des trucs Tout à fait. incohérents, et Il c'est pas la fait dernière un peu fois. n'importe quoi, donc Demandez aux fans de malheureusement, Florida effectivement, State. on est Hein. un petit peu, Demandez aux fans on de sait, Florida State ouais. en 2023 Mm. ce qu'ils C'est en clair. pensent. Mais bon, on aura des playoffs quand même Ouais. sympas. Les affiches sont alléchantes. Donc, Oui, pour rappel, Tulane et James Madison vont mm, sûrement se faire battre par les équipes de mm. Power 4 Ah, qu'ils mais vont bon, c'est que affronter. c'est la Mais loi.
encore une fois, les amis, le college football est rempli d'upsets et il suffit d'un upset sur les deux pour que tout le monde retourne leur veste. Donc je Tout compte à sur fait. Tulane et James Madison. Et c'est déjà arrivé dans des New York Six. UCF, Oui, c'est pas Tulane contre USC. c'est pas impossible. Hein. Donc je compte sur Tulane et James Madison pour faire des vrais matchs. Ne pas se faire allumer parce que s'ils sont allumés, le group of five va en prendre un coup. Alors déjà que tout le monde on a déjà pas mal de gens qui voudraient qu'il y ait limite 3 divisions dans la division 1. Puisqu'on parle, certains parlent déjà de playoff de group of five. Comme ça, on est sûr de bien les exclure d'un shot pour le titre national. Mais bon, on verra. Et puis après, il y a des belles affiches aussi. Le Texas A&M Miami est très alléchant. Bon, Oklahoma, Alabama, on l'a déjà vu ce match-là, mais ça reste sympa pour un petit week-end du mois de décembre. Et puis après, on aura des quarts de finale. Par contre, les quarts de finale, je pense que là, on aura à boire et à manger. Clairement. On aura effectivement à boire et à manger. Ça commence vendredi 19 décembre et 20 décembre pour les 3 autres matchs. Donc voilà, on aura le temps de faire la preview. On fera peut-être un one to six, je sais pas trop. On verra comment on fonctionne. On verra. En tout cas, voilà, fin de la saison régulière, place à la post-season. On a un dernier match, ce sera 21h samedi entre Army et Navy. Et dans la nuit, à 2h du matin, on bascule déjà dans la bowl season avec Boise State contre Washington, puisqu'il y aura aussi des bowls qui se joueront. Donc alors il y a le Celebration Bowl qui est une sorte de. Alors si je dis pas de bêtises, c'est une finale nationale HBCU, ouais. HBCU un petit peu. Sera à 18h le samedi 13. Et puis après, à partir de dimanche à 2h du matin et jusqu'au 3 janvier à 2h du matin, vous aurez des bowls quasiment tous les jours, ainsi que les playoffs. Bref, l'actualité ne s'arrête pas. On se retrouvera dans tous les cas dans des récaps et puis on essaiera de faire un petit 1-2-6 peut-être avant le premier tour et puis éventuellement un ou deux lives. Ouais, un ou deux lives en playoff, on verra. On verra. On verra, okay. On verra dans quel état on sera après les fêtes et compagnie aussi. Hein. Ça marche. En tout cas, merci Maxence de ta présence pour cet épisode débrief. On se revoit bientôt. Alors, je n'ai pas encore fait l'épisode Ivy League. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Peut-être demain, on verra tranquille. Mais voilà, en tout cas, vous souhaite merci de nous avoir écoutés. Merci d'être venus nombreux au live de dimanche. C'était cool. Merci Maxence. Ouais. Merci à toi. Puis à bientôt. Et puis à bientôt tout le monde. Ciao.